Madame, Monsieur, bienvenue au journal télévisé sur Business 24 Africa. Tout de suite, les titres de l'actualité. La BNI a décidé d'alimenter ses sites désormais à l'aide des plaques solaires. L'objectif est de réduire le coût énergétique de l'institution, mais surtout de participer à l'avènement d'un monde plus vert et plus durable. Le ministère des Eaux et Forêts et ses partenaires travaillent sur un système d'information pour les bassins Komoé-Biya-Tanoé. Un atelier a été présidé par la directrice de cabinet pour garantir la disponibilité des ressources en eau. Bonne nouvelle pour le lauréat du prix d'excellence de la meilleure entreprise dans le secteur des routes et ouvrages d'art de Côte d'Ivoire. L'entreprise ivoirienne Porteo SA vient d'obtenir un important marché au Gabon. Et nous irons à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo, pour des détails sur la première édition du tournoi de football doté du trophée de préfet de police. De l'énergie solaire en lieu et place de la traditionnelle énergie non renouvelable, c'est du 360 degrés en termes de virage et c'est le choix opéré par une banque, la Banque nationale d'investissement, qui a décidé d'alimenter ses sites désormais à l'aide des plaques solaires. L'objectif est de réduire le coût énergétique et de l'institution, mais surtout de participer à l'avènement d'un monde plus vert et plus durable, comme le recommandent les ODD Objectif 2030. Le premier bouton de la mise sous tension de ces plaques solaires a été actionné par le DG de la banque. Les détails avec Issa Badini. Ça y est, avec ces clics du DG de la BNI, ces centres intégrés viennent d'être raccordés à l'énergie solaire. Environ 80 kW qui vont couvrir plus de 50% des besoins du site. Une mise sous tension qui sonne comme l'aboutissement d'un processus voulu par les premiers responsables de la banque qui ont décidé de virer au vert. Il faut dire que le coût, ça, ce sont des sujets qui sont toujours, ce sont des sujets internes. Alors, en ce qui concerne l'économie qui est réalisée en fonction des sites, ce sont des économies de consommation d'électricité en provenance de la CIE de 50 à 80%. Donc, vous voyez un peu l'impact en termes d'économie financière pour la banque, puisque nous fonctionnons, comme vous le savez, 24 heures sur 24, faire en sorte que l'ensemble de nos serveurs, l'ensemble de nos machines puissent être opérationnels à tout moment pour avoir une certaine continuité d'activité. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter déjà comme économie. Mais au-delà de l'économie financière, c'est surtout l'impact social, l'impact environnemental de ce projet qui est le plus mis en avant. Il s'agit donc, comme l'a dit le DG de la BNI, sur 3 sites pilotes, d'installer des systèmes solaires photovoltaïques qui vont être intégrés au mix énergétique, donc concrètement produire de l'énergie solaire qui va être utilisée par les sites et complétée par la consommation CIE. Outre ces centres intégrés, le projet prend en compte les sites de Yamoussoukro et de Boaké. Sur l'ensemble des 3 sites, c'est entre 150 et 240 kW qui seront produits par les plaques solaires. Avec ces virages énergétiques, la BNI s'inscrit en droite ligne des ODD 2030 qui, en son point 7, recommandent de l'énergie propre et au coût abordable. L'énergie fait place aux ressources en eau. La directrice de cabinet du ministre des Eaux et Forêts a procédé récemment à l'ouverture de l'atelier consacré à la gestion intégrée des ressources en eau des bassins fluviaux de Komoé, Biya et Tanoé. Cette rencontre s'ouvre avec l'objectif de formuler clairement les problèmes qui seront résolus par le projet. Pierre Tebeu et Richard Akeke ont assisté à l'ouverture de cet atelier organisé par le ministère des Eaux et Forêts et son partenaire financier Invest International. En Côte d'Ivoire, la rareté croissante de la ressource en eau constitue une préoccupation majeure pour le ministère des Eaux et Forêts, gestionnaire de cette ressource. Pour cet atelier qui s'est ouvert ce mardi 28 janvier 2025 à Abidjan, les principaux acteurs vont devoir consulter les parties prenantes pour définir les différents problèmes et les consolider en fonction de ce que le projet d'assistance technique DRIVE devrait aborder. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec toutes les parties prenantes pour pouvoir adresser les problèmes réels qui seront résolus par ce projet-là. Donc, au soir de ces travaux, nous allons pouvoir disposer
des thèmes de référence donc, qui vont servir à réaliser l'étude de faisabilité. Et c'est un projet qui est estimé à 30 milliards de francs CFA, pour lequel nous allons financer à 100% les études de faisabilité sous forme de dons. Et la valeur globale du projet, on va financer à 35% sous forme de subvention. Le ministère des Eaux et Forêts, organisateur de la rencontre, fonde un espoir sur les résultats des travaux. Ce matin, nous allons, dans la réflexion que nous avons menée, nous allons pouvoir définir le projet qui va nous permettre donc de pouvoir assurer la surveillance de ces ressources en eau, d'assurer leur qualité et leur disponibilité, mais avec la participation de tous. Et donc le message fort, c'est de pouvoir inviter toutes les parties prenantes à justement contribuer à ce que nous puissions concevoir un projet qui va être effectivement mis en œuvre. Les difficultés identifiées par cet atelier serviront de base et trouveront solution par les parties prenantes et faciliter l'élaboration des termes de référence pour la réalisation de l'étude du système d'information sur l'eau. Je vous le disais, Porteo SA, entreprise dans le secteur des routes et ouvrages d'art, vient d'obtenir un important marché au Gabon. Une bonne nouvelle pour cette société spécialisée dans l'équipement et l'entretien routier qui contribuera à la construction de différentes infrastructures devant abriter un data center dans la nation d'Afrique centrale. Elle a été sélectionnée par la société technologique américaine Sébastien en collaboration avec le gouvernement gabonais et l'ambassade des États-Unis au Gabon. Le leader dans le domaine du développement d'infrastructures Porteo SA fait un bond en avant. Le groupe a été sélectionné par la société technologique américaine Sébastien en collaboration avec le gouvernement gabonais et l'ambassade des États-Unis au Gabon pour la construction de différentes infrastructures devant abriter un data center. Impliqué dans ce projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de développement numérique en Afrique, c'est une fierté pour ses dirigeants. J'ai lieu de dire que ce contrat a un droit fil dans l'avion chef de l'État. Il permet à la fois d'accroître le parc infrastructurel numérique du Gabon, mais également il est une avancée significative dans l'ensemble du projet Gabon Digital. Pour l'innovation et le développement économique. Et je suis convaincu qu'il bénéficiera à toutes les parties prenantes autour du secteur. Porteo, fidèle à son engagement en matière d'innovation technologique, continue de placer cette priorité au cœur de ses actions. En nous engageant dans ce projet, nous réaffirmons notre volonté de contribuer activement à l'émergence d'une économie numérique dynamique, non seulement au Gabon, mais aussi à travers l'ensemble du continent africain. Dans la dynamique de promouvoir le développement de l'infrastructure digitale et à fournir aux travailleurs gabonais des compétences numériques de premier ordre, cette initiative permettra au Gabon de s'inscrire dans un environnement numérique compétitif à l'échelle internationale. Avec également la construction du data center qui va permettre au Gabon d'avoir la souveraineté de ses données, c'est-à-dire d'avoir ces données sur son propre sol, ainsi que la cybersécurité pour la protection de la vie digitale de tout citoyen gabonais. L'engagement de Porteo en matière d'innovation technologique continue de placer cette priorité au cœur de ses actions, a assuré M. Hassan Dakalala, président du conseil d'administration de la holding ivoirienne Porteo SA. Récemment, la Fondation Lonasi et la Fédération ivoirienne de football ont signé une convention officialisant le sponsoring des arbitres des 3 ligues de football ivoiriens. Dans le cadre de cet accord, les arbitres ont reçu officiellement des kits comprenant des vêtements et sous-vêtements adaptés à l'exercice de leurs fonctions. Ami Korobara. Cette dotation composée de maillots, de sous-vêtements et autres équipements portant le logo de la Fondation Lonasi marque un tournant dans le soutien apporté aux arbitres ivoiriens des Ligues 1, 2 et 3. L'événement s'inscrit dans le cadre de la signature d'une convention qui officialise la Fondation Lonasi en tant que sponsor exclusif des arbitres ivoiriens. Cette remise d'équipement d'une valeur de 37 millions de francs CFA est aussi la manifestation de la reconnaissance et de la valorisation du rôle crucial des arbitres dans le football ivoirien. Mesdames et messieurs, le sponsoring des arbitres est pour nous un acte majeur. Il s'agit en effet de reconnaître le rôle majeur des hommes en noir
pour le bon déroulement des compétitions sportives. Peut-on imaginer aujourd'hui un match de football sans trio arbitral? Non. À l'évidence, la réponse à cette question ne peut être que négative. C'est dire donc que chaque acteur occupe un rôle important tant sur le terrain qu'en dehors. Désormais équipés, les arbitres des 3 premières ligues nationales pourront exercer leur mission dans des conditions optimales. Depuis bientôt 2 ans, la LONASI, à travers la Fondation, accompagne notre arbitrage de façon un peu informelle, mais de façon régulière. Mais aujourd'hui, nous matérialisons cet accompagnement de façon profonde et de très belle manière, de manière visible. Parce que ces kits qui vont être offerts aux arbitres vont permettre d'avoir des arbitres bien vêtus, dignement vêtus, à l'image de ce qui se fait dans les pays développés. Et ils vont porter le logo LONASI qui sera présent en toutes circonstances et à tous les niveaux sur le stade. D'abord, c'est un sentiment de joie. Nous sommes très heureux et nous voudrons profiter de votre antenne pour remercier la Fondation LONASI parce que c'est excellent. La première fois que cette action sociale est faite envers les arbitres, et je pense que nos arbitres, lorsqu'ils seront sur le terrain, quand ils vont se voir être habillés, je pense que la manière de jouer va différer des autres fois. Ce partenariat avec la Fédération ivoirienne de football témoigne de sa volonté à contribuer activement à la valorisation des acteurs essentiels du sport national. À présent, je reçois l'invité du JT. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO prend effet à compter de ce 29 janvier 2025 après plus d'une année de fortes tensions diplomatiques. Un divorce consommé que nous allons décrypter sur ce plateau. Pour ce faire, je reçois Issa Badini, journaliste spécialiste des questions géopolitiques de la sous-région. Bienvenue, M. Issa Badini. Bonjour Assemia et bonjour très chers téléspectateurs du Business 24. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors nous avons vu le communiqué de la CEDEAO ce matin. Que retenir du retrait de l'AES de la CEDEAO? Alors, bonjour et les bonjours. La CEDEAO et l'AES, c'est fini, c'est acté. Il n'y a plus de CEDEAO à 15, désormais c'est à 12. Alors, l'autre chose, je me dirais que c'est aussi une CEDEAO qui a imposé son agenda. Sinon, le départ des 3 pays pourrait, ça a été acté depuis le 28 janvier 2024, lorsqu'ils ont décidé que cela se ferait avec effet immédiat. Sauf qu'au niveau de la CEDEAO, comme le disent les textes, il faut un processus d'1 an. Alors, si c'est acté aujourd'hui, ça veut dire que quelque part la CEDEAO a tenu ce qu'on respecte cet agenda-là et c'est fait. Et si vous avez remarqué, dans les 3 pays et principalement au Burkina Faso où la tension est encore plus élevée, le 28, avant-hier, il y avait des manifestations un peu partout, des soutiens ou des sorties ou des célébrations de 1 an du départ de cette organisation. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que c'est un échec pour la sous-région qui, il y a à peu près 50 ans bientôt, ils sont partis pour regrouper l'ensemble des 16 pays de la CEDEAO. Et géographiquement, je vais dire, et par la suite, il y a eu la Mauritanie qui est partie, bien même qu'elle soit, si elle a pris le chemin inverse pour revenir à la maison. Aujourd'hui, c'est les 3 autres pays membres fondateurs de cet ensemble-là qui s'en vont. Pour moi, c'est un échec de part et d'autre. Mais pire encore, c'est un échec également de l'intégration voulue par les pères fondateurs de cette organisation. Voyez-vous que c'est près de 60 millions de personnes qui quittent cet espace. C'est ça. Il y a près de 2 millions de kilomètres carrés qui quittent cet espace. Économiquement, politiquement, socialement, il y aura des conséquences de part et d'autre. Et le plus grand perdant, ce sont les citoyens de ces différents peuples-là.
Alors justement, votre réaction sur, on va dire, la sortie de ce communiqué de la CEDEAO qui tout de même laisse les portes ouvertes à l'AES? Alors, je crois bien que moi, personnellement, je ne suis pas surpris parce que depuis un an, la CEDEAO n'a fait que tenir des propos qui encouragent le retour, le dialogue, pour qu'il n'y ait pas une fraction de cette organisation. Donc, cette sortie qui d'abord prend acte du départ, puisqu'il fallait un an, les un an sont arrivés, l'organisation a respecté cela. Mais à côté de cela, l'organisation tient à accepter à partir d'aujourd'hui et jusqu'à, comme le dit le texte, jusqu'à nouvel ordre, tous les documents d'état civil. Par exemple, le passeport CEDEAO, désormais, jusqu'à nouvel ordre, comme ça a été dit, est maintenu. Toutes les populations, tous les citoyens ressortissants de ces trois pays qui disposent de ces documents, en principe, ne devait même pas exister, mais la CEDEAO dit, ben, écoute, on va toujours continuer. La libre circulation des biens et des personnes, la CEDEAO la maintient. La libre création également d'entreprises, qui est vraiment propre à cette communauté, la maintient. Pour moi, c'est une réaction de sagesse, c'est une réaction qui donne une liée d'espoir quant à l'avenir qu'on espère tous pour l'Afrique de l'Ouest et surtout cette organisation qui, ma foi, ne devait pas se retrouver dans cette situation de tumulte aujourd'hui. Alors, vous l'avez si bien signifié, hein, c'est une réaction de sagesse, mais quels pourraient être à l'avenir des scénarios possibles des deux côtés, côté CEDEAO et côté AES? Alors, des deux côtés, plusieurs scénarios pourraient être envisagés, mais peut-être plusieurs scénarios, mais des scénarios qu'on pourrait peut-être qualifier de moins bons. Parce qu'il n'y a pas de bon scénario quand il y a un divorce. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de divorce. Alors, le premier scénario, ce serait un divorce, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, un divorce dans la douleur, où tout ce qui est cadre juridique de l'organisation est fractionné, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, enfin, quand ça sera décidé, qu'aucun citoyen de ces trois pays ne puisse s'établir comme il le faisait par le passé, ne puisse créer une entreprise comme ça se faisait par le passé, ne puisse traverser les frontières comme il se faisait par le passé, et vice-versa. Si vous voyez l'imbrication de ces peuples-là, quand vous allez au nord de la Côte d'Ivoire, à partir de Ouangolo-Dougou jusqu'à Niangoloko côté Burkina, c'est le même peuple. C'est ça. C'est des vélos, des motos et parfois même à pied que ces peuples-là traversent vice-versa. Vous allez du côté du Ghana, c'est pareil. Du côté du Mali, c'est pareil. Le Bénin et le Niger, c'est pareil. Et côté Nigeria, c'est pareil. Donc, vous avez fondamentalement, au-delà de la géographie, c'est aussi une culture, la même qui est dans ces peuples-là. Donc, si on vient à se barricader entre frontières, entre AES et CEDEAO, c'est une perte énorme pour cette organisation. Donc, premier scénario, un divorce en douleur. Deuxième scénario possible, un divorce qu'on peut peut-être qualifier de mou, un divorce qui pourrait peut-être préserver les acquis pour dire, ben, écoute, nous avons des enfants, des petits-enfants, nous avons des passifs, on a des actifs, il faut les conserver. Et donc, ces deux entités désormais puissent s'entendre pour que l'intégration ne figure pas dans le panier de leurs contradictions et de leurs contentieux. Merci beaucoup, M. Issa Badini, pour ces éclaircissements. On a donc parlé, vous et moi, de la situation que l'on connaît aujourd'hui. La CEDEAO a donc signé, a donc acté ces faits. L'AES quitte donc la CEDEAO et avec vous, nous avons parlé de quelques scénarios possibles de ce retrait. Merci d'avoir été des nôtres sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Merci bien. À très bientôt.
Autre information, 1925-2025, il y a 100 ans que naissait le temple des béatitudes du plateau. Pour marquer d'une pierre blanche ce centenaire, un culte spécial a été célébré récemment au sein du temple. Ce culte a servi de cadre de lancement officiel des festivités qui s'étendront sur une année. Le lancement des festivités du centenaire du temple des béatitudes de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire avait pour témoins nos reporters Philippe Zabo et Ismaël Doza. Suivons ensemble. Au cœur du plateau à Abidjan, le temple des béatitudes, inauguré il y a un siècle. Ce lieu, symbole phare de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire, a gardé son architecture coloniale. Il est le point de départ de l'évangélisation de la ville d'Abidjan. Il incarne un siècle de foi, rassemblant des générations et est la vitrine du méthodisme en Côte d'Ivoire. L'église méthodiste en Côte d'Ivoire est plus que centenaire. Parce que c'est dans les années 1800 que l'église méthodiste est arrivée en Côte d'Ivoire, du côté de Aboisseau, à Langouanou. Mais le temple, les béatitudes du plateau, c'est en quelque sorte l'un des tout premiers temples bâtis sur le territoire ivoirien. Pour ces 100 ans, le temple propose un programme alléchant dont voici les points saillants. Nous aurons le grand culte d'action de grâce le 4 mai 2025. Après, nous aurons le 6 mai 2025 une commémoration. Après ça, nous aurons au mois de septembre un colloque scientifique. Et nous aurons un grand concert de louanges qui se déroulera en janvier 2026. La levée de l'étendard a mis fin à la cérémonie pendant laquelle nous avons rencontré un fidèle qui a participé à l'évolution du temple. Vous voyez actuellement, dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les églises de Côte d'Ivoire, le groupe de jeunes sont les jeunes eux-mêmes qui élisent leur président. C'est parti d'ici. En exerçant cette fonction de responsable d'études publiques, que j'ai proposé le nom Béatitude. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire rassemble aujourd'hui environ 1 million de fidèles répartis dans environ 1000 églises. Rendons-nous à Bondoukou, capitale de la région du Gontougo, pour suivre la première édition du tournoi de football doté du trophée du préfet de police qui a pour objectif de renforcer les liens entre tous les fonctionnaires de police du district autonome du Zanzan. Cet événement était un prétexte tout trouvé pour distinguer certains fonctionnaires de police qui vont faire valoir le droit à la retraite. Suivons le compte-rendu de Anissé Kouadio. Complexe sportif de Bondoukou, plusieurs équipes des différents commissariats et postes de police du district autonome du Zanzan se retrouvent pour la première édition du tournoi de Maracana doté du trophée du préfet de police de Bondoukou, le commissaire divisionnaire major Boadou Agbonan-Blaise. De rapprocher tous les fonctionnaires de police de Bondoukou dans une symbiose parfaite. Le football est un facteur de rapprochement des peuples et de préservation des acquis sociaux. À travers ce tournoi, nous avons jeté encore une fois les bases de ce renforcement police-population. Ce tournoi a pour objectif de resserrer les liens entre frères d'armes de la police nationale et d'autre part, de resserrer également les liens avec les populations. Ce tournoi porte le nom d'une illustre personne, il s'agit du préfet de police qui a des valeurs de discipline. Et je voudrais que vous puissiez partager ces valeurs-là pour que nous soyons des fonctionnaires de police modernes au service de nos populations. Au terme d'une compétition qui a été âprement disputée, c'est les hommes du lieutenant Diet du groupement mobile d'intervention de Kounfou qui soulèvent le trophée en disposant du commissariat de Bouna 1-0. En marge de ce tournoi, la préfecture de police de Bondoukou et les autorités préfectorales ont tenu à honorer 8 fonctionnaires de police qui vont faire valoir leur droit à la retraite après de bons et loyaux services rendus à la nation ivoirienne, mais en particulier à la police nationale. Témoigner la reconnaissance de la préfecture de police et de la direction de la police nationale à leur endroit, nous avons voulu les célébrer pour leur dire merci. Merci pour le service rendu. Pour ma carrière que j'ai vécue, et je tiens à les remercier sincèrement. Très heureux d'aller à la retraite avec cette forme.
Parce que cette chance n'est pas donnée à qui que ce soit. Je suis très heureux. À travers de telles initiatives, la préfecture de police de Bondoukou veut davantage renforcer la culture de la fraternité entre tous les fonctionnaires de police du district autonome du Zonzon et toujours jouer son rôle déterminant qui est de protéger les biens et les personnes. Le samedi dernier, à Bodokro, l'ensemble du peuple goli de la région du Béké a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Une grande mobilisation des populations de ce canton à l'initiative de l'association des cadres du Centre pour le développement. À cette occasion, le peuple goli a remercié le chef de l'État pour les nombreuses œuvres de développement tout en demandant leur renforcement en faveur des communautés locales. Emmanuel Bonzo a pris part à cette cérémonie d'hommage. Les populations sont venues de toute la région de Béké, particulièrement du canton Goli, pour témoigner leur affection au chef de l'État. Sur la place publique de la commune de Bodokro, jeunes, femmes, cadres et chefs traditionnels ont montré reconnaissance et admiration à Alassane Ouattara pour les nombreuses œuvres de développement réalisées dans tout le pays. Dans cet élan, les fils et filles du canton Goli réclament aussi leur part de développement afin de sortir Bodokro et sa population du désenclavement. C'est d'ériger Bodokro en chef du département. C'est de mettre du goudron sur l'axe Botro-Bodokro, l'axe Diomi, Bodokro-Marabadiassa et l'axe Botro-Lolobo et Diomi. Qu'il puisse porter un regard sur le Goli et sur Bodokro qui est en marge du développement, alors que le président de la République est celui à qui nous avons mis tous nos espoirs afin de pouvoir nous donner le goudron. Cette forte mobilisation, œuvre de l'association des cadres du Centre pour le développement, a été une occasion pour la population de renouveler leur confiance en Alassane Ouattara. En lui rendant hommage, il s'agissait en effet d'appeler les peuples du centre à l'union, à la paix et à la cohésion autour du président et surtout l'accompagner dans la poursuite de ses œuvres de transformation de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une bonne représentation donc de tous nos cadres au gouvernement. Nous voulons lui dire merci pour son choix, pour sa confiance. Ces populations, lorsque vous les écoutez, elles n'aspirent qu'au développement. Mais tout ça, on ne peut l'avoir que lorsqu'il y a la paix et la stabilité. Le seul merci qu'on peut dire au président de la République, c'est de l'accompagner dans ses choix. Ses choix d'homme pour faire le développement. Et c'est ce qui compte. Les peuples du canton Goli se disent donc engagés et déterminés à suivre le président de la République dans sa volonté de continuer le développement à la tête de la Côte d'Ivoire. En réponse à une de leurs doléances, une ambulance médicalisée a été offerte au centre de santé de Bodokro, preuve concrète de la réalisation en acte des promesses du président en faveur du bien-être des populations. Récemment, les différentes couches sociales de la région du Guémont ont présenté leurs vœux de nouvel an au préfet Ibrahima Cissé, préfet de la région du Guémont. Cette cérémonie s'est déroulée dans la convivialité totale, nous témoigne Théodore Kanga. Ce mercredi 29 janvier 2025 a lieu à l'esplanade de la préfecture de Djokoui des échanges de vœux entre les différentes couches socio-professionnelles du Guémont et le préfet de région Ibrahima Cissé. Une cérémonie empreinte de convivialité. Les différentes couches sociales de la région ont tour à tour présenté leurs vœux au préfet de région, préfet du département de Djokoui. Ce jour, nous tenons à réaffirmer notre engagement à vos côtés pour la paix, la stabilité et le bien-être de nos concitoyens. Votre détermination et votre persévérance dans la sensibilisation des populations à vivre en paix, dans une parfaite harmonie, vous a valu une autre grande distinction. Dans son message, le préfet de région a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux différentes couches présentes. Par ailleurs, il a exhorté les populations à la cohésion et à la paix pour des élections apaisées en octobre 2025. Les jeunes doivent refuser à tout jamais toute instrumentalisation à des fins politiques et faire preuve de maturité. Les forces de défense et de sécurité devront rester vigilantes, faire preuve de retenue sans jamais manquer de fermeté. J'invite surtout la Commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale à davantage d'efficacité. Cette rencontre, marquée par des échanges fraternels, des témoignages de reconnaissance, a été l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix, de solidarité et de vivre ensemble dans le Guémont. Et c'est ici que nous marquons un terme à cette édition que vous pourrez retrouver sur les différentes pages sociales de Business 24 Africa. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous est pris dans nos prochaines éditions. Bonne soirée à vous.